bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le pass vaccinal entre en vigueur aujourd'hui. Cela fait partie des sujets qu'on va développer dans le JT. Voici les titres en images. Les mesures sanitaires évoluent. À partir d'aujourd'hui, le pass vaccinal entre en vigueur, tandis que le calendrier de levée des restrictions a été dévoilé par le Premier ministre et le ministre de la Santé. Un nouveau protocole pourrait faire son apparition dans les écoles après les vacances d'hiver. C'était le dernier week-end pour rendre visite à des patients de l'hôpital Robert Pax à Sarreguemines. En raison de l'évolution sanitaire, l'établissement interdit les visites pour au moins une semaine. Pour recentrer les moyens sur les patients Covid, l'hôpital de Sarreguemines poursuit actuellement son activité en ayant fermé 12 lits du pôle chirurgie et 23 lits en médecine. Les effectifs sont réaffectés auprès des patients Covid. Une galette marquée par le prix de la baguette. Les boulangers-pâtissiers de l'arrondissement de Sarreguemines ont profité de la cérémonie de remise de la galette des rois au sous-préfet pour exprimer leur colère face à la baguette à 29 centimes dans certains supermarchés. Rencontre franco-allemande avec la santé au cœur des préoccupations. Les communes de Walchbronn dans le pays de Bitche et de Kreupen en Rhénanie-Palatinat ont organisé une rencontre entre leurs députés Nicole Triss et Angelina Glöckner à l'occasion de la journée franco-allemande. Sarrebruck illuminé en bleu, blanc, rouge, c'était la manière pour le gouvernement sarrois de célébrer l'amitié franco-allemande le jour de l'anniversaire du traité de l'Élysée. Le Parlement sarrois, le château de Sarrebruck, l'hôtel de ville ou encore l'opéra-théâtre étaient illuminés samedi soir. On fera aussi un focus sur les écoles biculturelles. Il y en a 11 en Moselle. On vous montrera comment elles fonctionnent à travers des exemples dans le pays de Bitche. Dans cette émission, vous entendrez aussi Benoît Kiefer, le maire de Bitche, dans son interview de début d'année, enregistrée à l'extérieur au regard de la situation sanitaire. On fait d'abord le point justement sur l'évolution de l'épidémie. Malgré un nombre de contaminations en hausse, la situation semble tout de même s'améliorer selon le gouvernement. Les services de soins critiques se désengorgeraient malgré un nombre encore conséquent d'hospitalisations. Le Premier ministre Jean Castex et Olivier Véran, le ministre de la Santé, ont annoncé un calendrier de levée des restrictions. En parallèle, le pass sanitaire est remplacé par le pass vaccinal et il entre en vigueur aujourd'hui. Les détails avec Anne-Sophie Gross et Alexis Delahaye. Les décisions ont été prises lors d'un conseil de défense et de sécurité nationale. Le gouvernement a décidé de desserrer la vis et de changer certaines mesures du protocole, et ce, dès le 24 janvier. Lundi, le pass vaccinal fera son entrée en vigueur, ce qui veut dire que tous les Français de 16 ans et plus devront présenter un schéma vaccinal complet pour se rendre dans les lieux publics qui étaient jusque-là soumis au pass sanitaire. En revanche, les établissements médico-sociaux n'y seront pas soumis. Un test négatif suffira. À partir du 2 février, il n'y aura plus de jauge dans les équipements sportifs et culturels. Le masque restera tout de même obligatoire dans l'enceinte de ces lieux publics comme le cinéma, le théâtre ou les stades sportifs. En revanche, le masque en extérieur ne sera plus obligatoire. À partir du 2 février également, les 3 jours de télétravail par semaine ne seront plus obligatoires mais resteront recommandés. À compter du 16 février, la consommation dans les stades, les cinémas ou les transports sera à nouveau autorisée. Les concerts debout pourront aussi reprendre et la consommation debout sera à nouveau autorisée dans les bars. Les discothèques pourront rouvrir leurs portes, le port du masque y sera obligatoire et l'accès se fera sur présentation du pass vaccinal. Après la fin des vacances d'hiver, le protocole dans les écoles pourrait être allégé. L'obligation du port du masque dans les écoles primaires pourrait être levée et le protocole de dépistage pourrait également être allégé. Ces décisions seront toutefois soumises à la validation des autorités sanitaires. La nouvelle a été annoncée vendredi. À compter d'aujourd'hui, les visites sont interdites à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Alors que le gouvernement va alléger certaines restrictions, comment s'explique cette décision? Quelles sont les réactions des patients hospitalisés et de leurs proches? Élément de réponse dans ce reportage. Les portes resteront closes pour au moins une semaine. À l'hôpital Robert Pax, les visites ne sont plus permises depuis ce matin.
Une lourde décision qu'a prise la direction jeudi soir lors d'une cellule de crise. Vu la circulation du virus, il paraît compliqué de faire autrement. C'est une mesure qui a vraiment démontré son efficacité lorsqu'on a dû la mettre en place par le passé. Et si on en arrive là, c'est quand même qu'on est à un point assez critique et que ce n'est pas une mesure qu'on prend de prime abord. On voit vraiment une escalade depuis les dernières semaines, une montée progressive des contaminations. Selon des chiffres arrêtés jeudi soir, l'établissement de santé compte 24 patients atteints du Covid et 5 en réanimation. Le nombre de consultations a également été restreint et certaines interventions déprogrammées. Ce week-end, c'était donc l'une des dernières visites de certaines personnes à leurs proches hospitalisés avant plusieurs jours. C'est mon épouse qui est en réa. Déjà qu'en réa, ils n'ont qu'une heure de visite, alors c'est déjà... Les gens et les malades, ils attendent leur visite, alors c'est un peu compliqué, quoi. Je viens voir mon mari qui est en réa. Et ça m'embête vraiment beaucoup, mais comme on n'a pas le choix, on est obligé de se plier aux règles et puis on va le faire. Donc je comprends que ce soit très difficile, et c'est difficile pour tout le monde, c'est particulièrement difficile pour les soignants et les hôpitaux depuis 2 ans, c'est clair. Mais c'est quand même terrible, parce que moi, dans ma situation particulière et personnelle, ma maman qui va vraiment pas très bien du tout, en plus il doit se décider pendant cette semaine à venir où elle va aller en partant d'ici, tout ça, donc tout ça est compliqué à gérer déjà. Et donc ne pas pouvoir venir la voir du tout, je ne sais pas comment je vais faire. Mon mari est en fin de vie. Je comprends les infirmières, elles ont un travail de fou. Mais pour les gens qui ont des patients à l'hôpital, c'est inhumain de ne pas devoir aller les voir. Marie-Thérèse devrait pouvoir continuer à rendre visite à son mari. En effet, des exceptions sont mises en place, notamment pour l'accompagnement de personnes en fin de vie et les pères à la maternité. Au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et à l'hôpital Saint-Joseph de Bitche, les visites restent pour l'instant autorisées. Une cellule de crise est prévue ce mardi. Il sera notamment question de la prolongation de cette interdiction à l'hôpital Robert Pax. Plus de visites jusqu'à nouvel ordre, certes, mais cela n'enlève pas la charge de travail du personnel soignant, toujours sur le qui-vive et en effectif réduit. Une situation tendue, car les cas positifs au sein des équipes de l'hôpital Robert Pax sont monnaie courante. On fait le point dans cette interview enregistrée ce matin. Oui, la situation est quand même assez compliquée. Il y a plusieurs fermetures de lits actées actuellement à l'hôpital. On parle de 12 lits sur le pôle de chirurgie et de 23 lits sur le pôle de médecine. Donc c'est tout à fait massif. Je crois qu'on n'avait pas fermé autant de lits à ma connaissance. Donc c'est quelque chose qui pèse sur l'offre de soins, c'est quelque chose qui pèse sur la gestion des lits, c'est quelque chose qui pèse sur l'hôpital. Des bonnes nouvelles quand même. On sait qu'on va rouvrir une salle de bloc opératoire prochainement. Donc voilà, c'est pas des fermetures définitives, c'est des fermetures conjoncturelles. Lorsque les lits sont fermés, le personnel est réaffecté et notamment dans les... alors il n'y a pas à proprement parler de secteur Covid, on est toujours sur un palier où chaque service dans le pôle de médecine peut accueillir plusieurs patients Covid avec des précautions barrières et un isolement. C'est très lourd pour le personnel, mais à ce stade, c'est quelque chose qui va être fonctionné pour prendre en charge les patients Covid et les patients non Covid. Mais est-ce que vous pouvez réquisitionner du personnel asymptomatique ? Si besoin était, c'est possible. Pour autant, on a une conduite à tenir qui a été fixée en conformité avec les directives nationales. Il y a bien une politique d'isolement et de protection des professionnels de santé. C'est une extrémité à laquelle on n'est pas arrivé aujourd'hui. On est dans une configuration de plan blanc où c'est quelque chose qui reste dans l'ordre du possible. Après, on y va avec parcimonie, avec adéquation par rapport à la situation. On a bien conscience que les personnes ont aussi besoin de se reposer, de s'oxygéner. Ça avait été une des inquiétudes d'ailleurs à la veille des fêtes de fin d'année, et c'est une hypothèse qui n'a pas été déclenchée, et tant mieux. Une tradition qui ne s'oublie pas. Vendredi, la Corporation des pâtissiers boulangers de Sarreguemines-Bitche-Sarralbe est venue à la sous-préfecture pour la cérémonie de la galette des rois. L'occasion de partager à nouveau les inquiétudes et les difficultés de la profession. Il était notamment question de la baguette à 29 centimes. Reportage de Christelle Reviaco et Thibaut Desmerlet. Les boulangers-pâtissiers étaient à l'honneur vendredi dernier à la sous-préfecture de Sarreguemines. La traditionnelle cérémonie de la galette des rois est un moment convivial, mais aussi une opportunité pour mettre en lumière les difficultés de l'artisanat alimentaire.
Parmi les sujets évoqués, la baisse à 29 centimes du prix des baguettes dans certains supermarchés. On nous attaque au niveau des hypermarchés qui eux ont quand même des charges bien différentes de nous, c'est pas du tout les mêmes structures et eux nous attaquent avec des prix maintenus pendant 6 mois sur 28-29 centimes, même si déjà auparavant c'était pas cher du tout, mais là ils sont vraiment une campagne de communication dessus pour attirer encore plus les clients et pour encore plus nous mettre des bâtons dans les roues, nous artisans. Cette concurrence arrive au moment où les prix des matières premières augmentent pour les boulangeries-pâtisseries, notamment le beurre et la farine. Le coût est répercuté sur les achats du consommateur. Mais par contre, c'est primordial, on n'avait pas le choix d'augmenter. Alors c'était à contre-cœur, bien sûr, il y a un prix qui est là, en général d'1 € la baguette. Et là, on n'a pas eu le choix, des fois, de franchir le pas et d'aller sur 1,5 €. Plusieurs membres de la corporation des boulangers-pâtissiers de Sarreguemines Beach Sarralbe étaient présents. Le sous-préfet Christophe Salin et la députée Nicole Triss ont affiché leur soutien vis-à-vis de la profession. Non seulement je trouve que c'est une insulte à votre profession, ça l'est aussi pour les agriculteurs, ça l'est pour les meuniers. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. On ne prend pas une baguette de pain comme produit d'appel. C'est pas ça que les gens, même les plus modestes, demandent. Difficulté de recrutement, succès de l'apprentissage, d'autres sujets ont été évoqués. Les galettes, quant à elles, seront données à des associations de la ville de Sarreguemines. Samedi, c'était la journée franco-allemande, l'occasion de commémorer la signature du traité de l'Élysée le 22 janvier 1963. Les maires de Waldbronn et Kröpen, de part et d'autre de la frontière, ont imaginé une rencontre entre élus et en particulier entre les deux députés, Angelika Glöckner et Nicole Triss. Parmi les différentes problématiques évoquées, la santé. Catherine Henrich a assisté à la rencontre. L'amitié franco-allemande entre Christian Schwalbach, maire de Waldbronn, et Stefan Schwarz, maire de Kröpen, c'est une réalité depuis des années. Ce soir, ils ont organisé une rencontre entre élus allemands et français des villages de la frontière et ont convié leurs députés respectives. Il faut aller encore plus loin que cette amitié pour que sur notre territoire, nous ayons des facilités dans le domaine médical, les soins, que des conventions se créent entre l'Allemagne et la France, parce que l'Europe, c'est chez nous, c'est ici, c'est pas à Berlin et ni à Paris. Nos préoccupations ici, c'était le moment de les mettre en avant. Au cœur des discussions, plusieurs thèmes ont été évoqués, mais celui de la santé est l'une des principales préoccupations. L'idée est d'instaurer un partenariat qui permettrait, en cas d'urgence, d'être soigné à Deux-Ponts ou Pirmasens, beaucoup plus près que Sarreguemines. J'attends que Angelika Glöckner et Madame Triss emmènent ces thématiques à Paris et Berlin, afin qu'on arrive aujourd'hui à se développer ensemble et que les problèmes qui attirent notre attention trouvent une solution. Le bilinguisme a également été abordé et en particulier l'enseignement biculturel. Une réunion qui a mis en évidence que les préoccupations du territoire sont les mêmes de chaque côté de la frontière. Un moment d'échange qui devrait être reconduit. À Sarrebruck aussi, on a commémoré la journée franco-allemande. Des élus allemands et français se sont retrouvés dans la capitale sarroise. Plusieurs bâtiments publics de la ville et du Land de Sarre ont revêtu les couleurs bleu-blanc-rouge de la République française. Un signe fort pour l'amitié franco-allemande. Reportage de David Orès. Bleu, blanc, rouge. Non, nous ne sommes pas en France, mais bien en Allemagne, à Sarrebruck. Le Parlement sarrois, le château de Sarrebruck, l'hôtel de ville ou le théâtre sont autant de bâtiments illuminés aux couleurs de la République. Une opération menée dans le cadre de la journée franco-allemande qui commémore la signature des traités de l'Élysée en 1963 et d'Aix-la-Chapelle en 2019. Des traités qui visent à renforcer la coopération franco-allemande. On fait ça depuis quelques années maintenant pour montrer notre attachement, pour montrer notre amitié, parce que c'est notre identité commune. La présence de nos amis français ici, pour nous, c'est une source de richesse culturelle, d'opportunités économiques, mais aussi de qualité de vie. Après les retrouvailles devant le Parlement, les élus allemands et français ont entamé un Rundgang, une balade à pied dans le vieux Sarrebruck à la découverte des bâtiments illuminés. Un moment de convivialité pour rappeler l'importance de l'amitié franco-allemande, également touchée par la crise sanitaire. C'était compliqué avec la fermeture des frontières qui a été voulue par Berlin, mais pas par les Sarrois. Nous avons œuvré ensemble pour réduire les effets négatifs pour la région.
L'amitié franco-allemande, je pense qu'elle n'a pas tellement souffert, pas tant que ça. On a mis en place le centre de tests transfrontaliers, on a aussi organisé le transfert des malades au début du Covid. On s'est rendu compte aussi à Berlin et à Paris que tout notre territoire ici, tout notre espace est un espace non seulement transfrontalier, mais plus encore un espace sans frontières. Environnement, bilinguisme, statut de travailleur frontalier. À travers cette opération, les élus sarrois affichent leur volonté de poursuivre le travail entamé avec la Moselle et le Grand Est. On a un bureau du Grand Est dans les bâtiments de la Sarre à Berlin. Cette pandémie ne nous permet pas de nous voir. On fait beaucoup de visio et viendra le temps où on pourra de nouveau se revoir pour faire encore plus avancer tous les sujets. À notre connaissance, aucune opération de cette ampleur n'a été mise en œuvre côté français. Ça nous donne un bon exemple et je pense que l'année prochaine, il faudra qu'on fasse pareil, d'autant plus que l'année prochaine, on fêtera le 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Peut-être l'occasion de voir des bâtiments publics français habillés aux couleurs de l'Allemagne. Cette opération est à l'image de la grande région, le berceau de la coopération franco-allemande. Spectacle à présent, la saison culturelle se poursuit à Sarreguemines. Samedi soir, la scène de l'Hôtel de Ville a accueilli l'humoriste Maxime Gasteuil. C'était l'occasion pour le trentenaire de parler de sa vie dans la capitale française avec ses joies et ses mésaventures. Retour en images. C'était salle comble samedi soir pour accueillir Maxime Gasteuil. Reporté plusieurs fois, le one-man show a enfin pu se tenir. Il y a de l'ambiance ce soir, ça me change un peu de Paris, je peux plus les blairer ces connards. Non mais là je suis chez moi, tu vois, c'est la province Saint-Émilion, je viens de là-bas, c'est pareil, Sarreguemines, Saint-Émilion, c'est le même combat. Pendant 1h30, ce Parisien né en province a abordé plusieurs sujets de son quotidien dans la capitale et les problèmes auxquels il est confronté. Il n'y a qu'à Paris que ça diffère. Pour trouver une boîte de nuit, chez nous, dans les provinces, les campagnes françaises, c'est bien plus pratique qu'à Paris. Parce que tu es en bagnole, tu vois. Sur une départementale ou une nationale, minuit et demi, nuit noire. La saison culturelle va accueillir d'autres humoristes comme Max Bird et Nora Hamzaoui en mars prochain. Et le prochain spectacle de la saison culturelle de Sarreguemines, c'est déjà demain soir à 20h à l'Hôtel de Ville avec Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty. Il a reçu 2 Molières, un dans la catégorie meilleur spectacle musical et le Molière de la révélation féminine pour Élodie Menant. Il reste encore des places, vous pouvez réserver sur le site internet de la ville www.sarreguemines.fr ou bien profiter de la caisse du soir. Dans un instant, focus sur les écoles biculturelles et interview du maire de Bitche. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la matinée de demain sera plutôt couverte avec des brouillards givrants qui seront longs à se dissiper. Ce n'est qu'en fin de journée qu'on peut profiter de belles éclaircies. Côté température, les minimales iront de -2 à -3 degrés et les maximales de 3 à 4 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au pôle et il fera jour de 8h14 à 17h20. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Les appareils auditifs ne sont pas très discrets, pas esthétiques. Par le passé, c'était vrai. Avant, on avait des systèmes comme celui-ci. Maintenant, on a l'intra-auriculaire qui va se nicher totalement dans le conduit auditif et le micro-contour. Je vais vous le mettre pour le prouver. Hop. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas discret. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Le traité de l'Élysée a été signé le 22 janvier 1963 entre le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Cela a notamment permis la création d'écoles biculturelles, par exemple dans l'arrondissement de Sarreguemines. Comment fonctionne-t-elle? Comment se déroule l'apprentissage de l'allemand? Focus sur le site biculturel de Bitche Val d'Ouse qui regroupe plusieurs écoles maternelles et élémentaires. Marie-Morgane Pires s'est plongée dans l'ambiance. Ich wohne in Bitche, ich bin 10 Jahre alt, meine Mama heißt Cindy, mein Papa heißt Alain. Chaque séance démarre par de petits rituels. On se présente, on inscrit la date du jour, on interroge ses camarades, le tout en allemand. Car dans les sites biculturels, le temps consacré à la langue voisine est conséquent. Le dispositif prévoit environ 9 heures d'enseignement de l'allemand par semaine, sans compter l'intervention d'une assistante de langue entre 4 et 6 heures. Des enseignants allemands sont également embauchés. Heike Leroux a préparé aujourd'hui des ateliers pour ses élèves de CM2. Pour célébrer l'anniversaire du traité de l'Élysée ou traité d'amitié franco-allemande, ils vont justement s'intéresser à la politique de ces deux pays. Des ateliers qui reprennent les différents axes travaillés par les enseignants. Donc les cours de langue sont faits dans 5 compétences. Donc une compétence pour écouter, une compétence pour parler, une compétence bien sûr pour lire et écrire, mais aussi pour se poser des questions. Ce site comporte plusieurs écoles, les maternelles du Champ de Mars et Rempart, les élémentaires Baron de Gunzer et Louis Pasteur de Bitche, ainsi que le groupe scolaire Vallée de la Horne de la petite commune de Val d'Ouse, qui compte une 50aine d'élèves. Aujourd'hui, d'enseigner l'allemand chez nous a un sens important, sachant que pour le futur de ces enfants, nous vivons à proximité de l'Allemagne, où le bassin d'emploi, l'économie, le partenariat est quand même fortement représenté. L'ensemble des enseignants des écoles du site doivent maîtriser l'allemand. Ils doivent aussi savoir s'adapter pour couvrir l'ensemble du programme, impacté par le volume horaire consacré à l'allemand. Les sites biculturels permettent d'acquérir une maîtrise plus poussée de la langue, mais aussi d'approfondir ses connaissances de la culture germanique. Tous ces enseignements permettront aux élèves qui le souhaitent de poursuivre dans cette voie à travers leurs études supérieures ou leur futur métier. Les élèves sortant de ce cursus-là obtiennent donc des certifications en langue dans le cadre européen, dans le cadre commun de référence pour les langues au niveau européen. Et après, il y a des formations, ça donne accès à des cursus en études supérieures. Et même pour d'autres élèves qui n'auraient pas la chance de faire des études supérieures ou qui ne le souhaiteraient pas, ça nous donne un bagage linguistique et culturel qui permet d'avoir un emploi même non qualifié en Allemagne. Il y a actuellement 11 sites biculturels en Moselle. En plus des apprentissages, de nombreux projets transfrontaliers sont mis en place, comme des échanges avec des classes allemandes ou l'organisation de spectacles en allemand. Des projets possibles aussi grâce à des partenaires, d'une part les communes, qui prennent en charge les transports pour ces événements, mais pas seulement. Nous avons 2 assistantes de langue allemande qui interviennent dans les écoles maternelles et élémentaires, et ces personnes sont rémunérées à hauteur de 18% par l'Union européenne, 20% par le conseil départemental et 62% par la municipalité. Pour nos enfants aujourd'hui, de leur permettre de découvrir la langue de l'autre, pour leur permettre demain d'aller travailler en dehors de nos frontières, puisqu'aujourd'hui la mobilité est essentielle, donc il faut leur donner toutes les possibilités et leur ouvrir toutes les portes. Et d'autre part, le département de la Moselle, à travers le programme Sésame Grande Région, qui met notamment à disposition des écoles du matériel pédagogique. En fait, il faut donner envie à nos enfants d'apprendre l'allemand et c'est pour ça qu'on les fait baigner dès la maternelle dans un bain de langue germanophone. Mais c'est aussi et surtout, je pense, leur donner l'outil, la langue, leur apprendre l'allemand pour qu'ils puissent effectivement s'en sortir et puis pouvoir créer des liens et aller travailler en Allemagne. Après l'école primaire, la continuité pédagogique peut se poursuivre au collège, avec ici une liaison mise en place avec le collège Jean-Jacques Kieffer de Bitche. Et c'est maintenant Benoît Kieffer qui a la parole. L'interview de début d'année du maire de Bitche a été enregistrée à la veille de la journée franco-allemande. Benoît Kieffer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Bitche. Qu'est-ce qui a été le plus marquant à vos yeux comme décision ou comme action dans votre ville en 2021 ? Alors d'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir ici, Place de l'Europe.
à 2 jours du traité, de l'anniversaire du traité de l'Élysée, et puis à quelques jours déjà de la prise par la France de la présidence du Conseil de l'Union européenne. Ce qui est marquant pour 2021, ça reste encore à la fois pour la population et pour les élus et les agents, la crise sanitaire. Marquant parce que la collectivité a dû s'organiser pour qu'on puisse accomplir nos missions et assurer la continuité du service public. Donc on a dû adapter nos structures, adapter la temporalité. Je vais vous donner un exemple que j'ai donné à l'une de vos consoeurs il y a quelques jours, qui est un exemple très simple, mais c'est du quotidien, c'est du concret. C'est par exemple dans le domaine du périscolaire. Il a fallu qu'on puisse faire manger les enfants dans la cantine, qu'on puisse avoir des mesures sécures et favorables à la prise des repas. Et dans le cadre de ces nombreux protocoles sanitaires et de leur caractère évolutif, il a fallu qu'on s'adapte. Donc il a fallu mobiliser du personnel suffisant, pouvoir accueillir les enfants dans les écoles. Et donc c'est du temps, ce sont des moyens qui sont mis en œuvre et ce sont des choses relativement concrètes. Et donc la crise sanitaire a dû réorganiser nos services pour que nous puissions, comme dit, assurer cette continuité. Et puis la crise sanitaire encore, puisque vous avez vu en début d'année, nous avons, au travers de nos bâtiments communaux, au printemps à l'espace Cassin précisément, organisé des week-ends de dépistage, et puis cette crise qui s'invite encore dans les réunions et les manifestations, qui les perturbent. Je pense au repas des aînés, à la semaine bleue et à toutes les manifestations que la ville de Bitche a organisées seule ou avec les associations, notamment cet été au parc du Stadtweiher au mois de juillet-août. Quel est le bilan ou l'état des lieux de Bitche? Comment se porte votre commune? Alors la commune se porte, c'est une commune de projet, je vais le dire aujourd'hui. C'est une commune de projet qui a une équipe municipale volontaire. Je suis très fier des agents que j'ai, ça il faut le dire aussi. Et donc on est dans une dynamique, une nouvelle dynamique à la fois pour la commune, mais aussi une dynamique territoriale. On a cette dynamique du centre-bourg. Vous savez que Bitche a été retenue et lauréate du programme Petite Ville de demain. Donc on se doit de donner cette attractivité à la fois à la commune, mais aussi à l'ensemble du territoire. Alors le centre-bourg bien sûr, et sinon de manière générale, quels sont les grands projets pour 2022 ? Alors les grands projets pour 2022, pour rester sur cette thématique du centre-bourg, c'est la requalification du centre-bourg, c'est-à-dire la rénovation et l'aménagement en centre-ville de cette place publique. On a aussi, avec la participation de l'État, candidaté à un appel à projet pour des jardins partagés, familiaux et collectifs, donc qui devront être réalisés d'ici le mois de mai. Vous savez que la ville a aussi pris en location 3 locaux. Ça a d'ailleurs été souligné, et vous en avez fait la couverture aussi, par la venue du secrétaire d'État Joël Giraud, puisque nous avions inauguré en 2021 la galerie d'art. Nous avons aussi inauguré l'espace Tessier, donc cet espace de coworking, et qui a aussi le lieu d'accueil de la microfolie, une première microfolie de Moselle. Et donc nous allons inaugurer d'ici le mois de février le 3e local que la ville a pu prendre à bail, qui est un local où on a voulu assurer la promotion des circuits courts et donc accueillir la vente de produits agricoles locaux et artisanaux. Votre commune est un peu en perte de vitesse, oui. Notamment d'un point de vue démographique, et vous subissez quelque part, si j'ose dire, la concurrence de Rohrbach, qui elle est en plein essor. Comment comptez-vous enrayer cette tendance? Alors il faut travailler sur le cadre de vie. Il faut vraiment que les gens puissent considérer le cadre de vie comme un élément d'attractivité et de redynamisation de la commune. Donc on a évoqué le point de la requalification du centre-bourg. Il y a d'autres mesures qu'on peut citer pour 2022. Donc le projet de construction de cette nouvelle gendarmerie. Le projet aussi de construction avec la communauté de communes du Pays de Bitche du stand de tir, mais c'est sur l'habitat qu'il va falloir travailler. Le programme Petite Ville de demain permet justement de travailler sur l'habitat. Il y a 2 projets phares qui vont être lancés en 2022. Ce sont des travaux, enfin une programmation pour des travaux à lancer en 2023 sur la rénovation de la voirie sur l'ensemble de la commune, et également un projet de regroupement scolaire.
continuer à travailler sur notre politique de fleurissement, sur le côté touristique des choses. Et puis on va réaliser encore d'autres acquisitions qui vont permettre d'améliorer ce cadre de vie, puisque l'objectif de cette amélioration, c'est à la fois de maintenir la population existante, mais aussi d'attirer de nouvelles populations. Eh bien, on suivra ça de près. Il vous reste 30 secondes pour conclure cet entretien. 30 secondes d'abord pour vous remercier TV Mosaïque Cristal pour ce que vous avez fait, puisque 2021 était aussi une année mémorielle historique, au travers du reportage que vous avez réalisé sur la fin du siège de 1870-71. Vous remercier pour votre présence au Sentier des Lanternes, et puis souhaiter à l'ensemble des habitants du Pays de Bitche mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, des vœux de santé, et souhaiter aujourd'hui la santé avant tout. Ce ne sont pas des mots vains, ce ne sont pas des mots moindres dans cette situation un peu compliquée. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Et c'est la fin de cette émission. Demain, vous avez rendez-vous avec Uranie dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.